Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous nous suivez ou que vous soyez, bienvenue dans cette tribune spéciale. Invité, le docteur Anatole Koliné-Makosso, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Avec moi sur ce plateau, deux autres journalistes, notamment Christian Massamba de la DRTV et Richard Josué de la télévision pour tous, TPT. Nous allons parler des réformes institutionnelles. Nous avons invité Monsieur le ministre tout simplement parce qu'il y a 4 ans, lors du colloque international sur la République, il plaidait évidemment sur les réformes institutionnelles. Aujourd'hui, la question a été mise sur la place publique. Le président de la République lui-même l'a dit, alors qu'il lançait les travaux de la municipalisation accélérée au niveau de la Lécoumou, que le débat est ouvert, il sera démocratique et libre. Les violences politiques seront sanctionnées sévèrement. Et donc, c'est un secret de polichinelle. Le problème, c'est de savoir si, au moment où monsieur le ministre Anatole Koliné-Makosso plaidait pour les réformes institutionnelles, est-ce que c'était la même vision qu'aujourd'hui, où le débat est finalement lancé sur la révision ou le changement de la Constitution? Mais bien avant, nous disons merci à monsieur le ministre de se prêter à nos questions. Il faut aussi dire que nous allons parler dans le même temps de la démocratie, sinon l'état de la démocratie au Congo. Nous aborderons l'opération Mbata Yamokolo. Merci à vous qui nous prêtez votre temps pour nous suivre. Monsieur le ministre, merci d'être avec nous. J'ai dit tout à l'heure, en 2010, c'était en décembre 2010, lors du colloque international, vous plaidiez pour les réformes institutionnelles. Est-ce que c'était la même vision que ce qui se dit aujourd'hui, sinon le débat qui est lancé aujourd'hui sur la révision, sinon le changement de la Constitution du 20 janvier 2002. Merci beaucoup, merci de me donner l'occasion effectivement de débattre de ces questions. Vous parlez de 2010, lorsque nous faisions une communication à la faveur du colloque international organisé par le CRIPOL et Géocostrapol sur les républiques et indépendances africaines, 50 ans après, enjeux et perspectives, effectivement c'était en 2010. Et je faisais une communication sur, je lançais un plaidoyer sur de nouvelles réformes institutionnelles. Mais bien avant 2010, j'écrivais dans Droit de regard. Et je terminerai justement mon ouvrage par cette interpellation à l'élite en général et aux juristes en particulier. Droit de regard, j'avais commencé à l'écrire en 2004 et je l'ai publié aux éditions L'Harmattan France en 2005, où je disais qu'un grand travail a été mené par l'élite africaine et les juristes en particulier, de conduire nos pays vers la démocratie, mais que l'ouvrage était encore inachevé. Parce que nous pensions qu'il nous fallait réfléchir sur des institutions qui devaient garantir une stabilité politique dans nos pays et garantir, promouvoir une démocratie, nous l'appelions à l'époque une démocratie stable. Et nous appelions les juristes qui ont œuvré pour que nous puissions construire la démocratie dans nos pays, qui ont participé à l'élaboration des textes institutionnels, nous les appelions à réfléchir davantage pour voir comment dans nos pays africains, en tenant compte de nos réalités sociétales, nous pouvons aller vers une démocratie stable, notamment en réformant nos institutions. Ces idées, vous les avez en 2005, donc, soit 3 ans à peine après le vote de la Constitution de 2002. Donc, vous comprenez. Monsieur le ministre, lorsque vous évoquez justement la vision qui est celle de créer les conditions pour que l'on parle un jour d'un Congo véritablement démocratique, il y a qu'il faut qu'on s'arrête pour se dire la chose suivante. Vous êtes pas seulement ministre, mais un intellectuel rompu. Si vous devez faire un état des lieux de la démocratie de notre pays, qu'est-ce que vous en diriez? Des avancées significatives. Il faut quand même rappeler que nous ne nous sommes pas improvisés en démocratie.
nous avons tenté une première expérience démocratique au lendemain de nos indépendances. Parce que quand le Congo accède à l'indépendance, il est sous un régime démocratique. Nous avons connu des partis politiques à ce moment et qui nous ont causé beaucoup plus de problèmes et pour les mêmes raisons que celles qui nous conduisent aujourd'hui ou qui m'ont conduit en 2004 à postuler des réformes institutionnelles. Nous avons expérimenté le régime démocratique donc au lendemain de l'indépendance. En 1963, nous avons tiré les leçons des éléments relativement pervers de la démocratie expérimentale et nous nous sommes engagés dans un parti unique. Nous arrivons en 1990, nous avons rappelé à corps et à cri le retour de la démocratie et nous y sommes parvenus. S'il faut faire... Tu notifies que c'était à la faveur du vent de la perestroïka. Ce ne fait pas forcément une pensée strictement congolaise. En effet, et nous aurons l'occasion d'y revenir justement. Et nous avons donc lancé le processus de retour de la démocratie dans notre pays et nous avons gagné beaucoup de choses, étais-je en train de dire, notamment l'ouverture politique, le pluralisme politique, le fait que nous ayons plusieurs partis, que nous ayons donné la possibilité à chacun des Congolais de militer dans le parti de son choix ou de créer son parti est déjà une avancée significative de la démocratie. Nous avons libéralisé les initiatives. Le fait que nous ayons donné à chaque Congolais la possibilité d'entreprendre dans quelque domaine que ce soit, économique, social, culturel, c'est déjà une avancée de la démocratie. Nous avons donné la possibilité aux Congolais de s'exprimer librement dans les journaux, à la radio, à la télé. Vous avez le pluralisme de l'audiovisuel. À preuve, je me retrouve en face de plusieurs organes. On ne peut pas dire effectivement que nous n'avons pas gagné le pari de la démocratie. Nous avons organisé des élections régulières dans ce pays, des élections libres et transparentes. Nous les avons organisées en 92. Nous les avons organisées en 93 à la faveur des élections législatives anticipées. Le processus a été rompu en 97 puisque nous avions raté là un rendez-vous important à mettre au compte des balbutiements du processus. Nous avons relancé le processus en 2002. Et depuis 2002, les élections se tiennent, on pourrait dire, de façon régulière. Elles sont transparentes, elles sont libres. Ce qui n'est pas forcément de l'avis des opposants politiques congolais. Bon. Les opposants sont d'accord pour dire c'est bien que de parler de démocratie dans notre pays, mais ils mettent en doute jusqu'au jour d'aujourd'hui les différentes organisations qui ont été organisées dans notre pays au lendemain ou du moins après 1997. Ils sont élus, ces opposants. Ils sont à l'Assemblée, ils sont au Sénat, ils sont dans les conseils locaux. Bon, comment peuvent-ils penser que ces élections ne sont pas libres et accepter d'être dans ces instances? Et comment y sont-ils parvenus? Si les élections n'étaient pas libres, si les élections n'étaient pas transparentes, on ne verrait pas des cadres de l'opposition dans ces instances. Alors, Monsieur le ministre, vous faites preuve d'un enthousiasme assez débridé, ce qui semble vous dédier d'ailleurs parce qu'il y a 4 ans, en 2010, vous brossez de la démocratie en Afrique et le Congo ne fait pas exception. Un portrait peu flatteur, peu amène. Alors, qu'est-ce qui a changé comme par enchantement entre-temps? Je suis constant. Il y a 4 ans, on avait déjà réalisé des élections. Ce que vous êtes en train de grainer, c'était déjà produit avant 2010 et aujourd'hui, vous changez de braquet. Vous m'aviez dit de faire l'état des lieux, la démocratie. C'est bien ça. On fait le bilan. Dans un bilan, on peut demander au comptable. Il y a la ligne gauche et la ligne droite. Il y a le positif et le négatif. Je ne pouvais pas commencer par le négatif. J'ai commencé par le positif. Quand on fait un bilan, on fait l'avoir, l'actif et le passif. À notre actif, nous avons ça. Et je le dis depuis 2004. Vous vous limitez à 2010. Je le dis depuis 2004. Nous avons ça à notre actif. À notre passif. Et si j'ai fait cette interpellation en 2010, c'est parce que 2 ans auparavant, depuis 2008, personnellement, dans le cas de notre think tank, notre cabinet d'analyse Géoécostrapol, nous pensions que 2010 aurait été l'occasion pour les États africains de faire le point de la marche de la démocratie, soit 20 ans après la restauration de la démocratie dans nos pays. Parce que, comme nous célébrons les anniversaires, 20 ans, on aurait pu s'asseoir pour dire d'où sommes-nous partis, où est-ce qu'on est arrivé.
Et sachant que 2010, non seulement correspondait à 50 ans de l'indépendance, ça correspondait à 20 ans de retour de la démocratie, je l'ai dit, ça correspondait aussi à 10 ans de la mise en œuvre de la déclaration de Bamako. Les États de la francophonie rappelaient les principes qu'ils estimaient être des principes clés du fonctionnement de la démocratie. Donc, nous pensions que 2010 aurait été cette occasion. Dans tous les États africains, ce bilan n'a pas eu lieu et nous en avons souffert. C'est pour cette raison que nous avons organisé ici à Pointe-Noire ce colloque international sur République et indépendance africaine 50 ans après, enjeux et perspectives. Oui, monsieur le ministre. Je voudrais répondre à sa question. Replongez d'abord, on va continuer. Permettez que je réponde à sa question. Nos téléspectateurs, dans le contexte, je préfère donc proposer cet extrait de votre intervention, bien entendu, lorsque vous plaidiez pour les réformes institutionnelles et on reviendra sur notre plateau. Suivez. Nous avons donc intérêt à revisiter notre parcours politique pour ne pas tomber dans le piège des Occidentaux qui, par orgueil, ne veulent guère reconnaître qu'ils vivent eux-mêmes un glissement vers une récession démocratique. En effet, le puissant reflux autoritaire que connaît la France aujourd'hui, les tiraillements ethniques et identitaires que vit la Belgique, les crises de cohabitation pendant les élections de mi-mandat aux États-Unis, ne nous font-ils pas penser à un recul de la démocratie? Ne vivons-nous pas une récession démocratique dénoncée par Larry Diamond lorsqu'il reconnaît sans embâche: si la démocratie était devenue mondiale, il était trop tôt pour célébrer son triomphe. Fin de citation. Il n'est certes pas digne de remettre en cause les acquis de ce système dont nous reconnaissons tous qu'il est le moins mauvais de tous. Mais il est temps pour nous de mettre un terme aux pratiques mimétiques et d'écrire notre histoire pour obéir à l'exhortation de Patrice Lumumba qui rêvait qu'un jour l'Afrique écrira sa propre histoire. Une histoire qui ne sera écrite ni en France, ni en Belgique, ni aux États-Unis. Ensemble, dans cette salle, commençons à écrire notre histoire institutionnelle dans une constitution républicaine normative et non normaliste. Car pour paraphraser le docteur Jonas Kudissa, lorsqu'une constitution ne possède que la validité légale, sans être réalisée dans la pratique, c'est-à-dire lorsqu'elle n'est pas en mesure de fournir la preuve concrète de sa complicité avec la réalité sociale et politique, elle doit être considérée comme simplement normaliste et non normative. Elle ne peut produire aucun effet encourageant pour l'avenir de nos peuples. Monsieur le ministre, vous disiez donc? Je disais que cette occasion de 2010 nous aurait permis de faire le point. Parlons donc de ce... Et c'était raté. Et parlons donc de ce point. Je disais que s'il y a un échec de la démocratie, peut-être pas un échec, ce qui doit nous permettre de faire avancer davantage l'état de notre démocratie. Monsieur le ministre, vous l'avez dit. Vous avez parlé d'un échec. Le partage du pouvoir. Oui, le partage du pouvoir. Mon thème, vous l'avez vu, c'était démocratie et gestion du pouvoir en Afrique. Où est-ce que la démocratie achoppe à notre niveau? C'est dans la gestion du pouvoir. Nous sommes allés vers la démocratie, mais nous n'avons pas tenu compte des réalités de la démocratie. La démocratie cultive une forme d'égocentrisme, telle que nous pratiquons la démocratie. Et il faut donc qu'on soit à même de l'accepter. Or, les Africains ne sont pas à mesure d'accepter, d'assumer l'égocentrisme démocratique. C'est caricatural que de dire comme ça. Non, mais parce que c'est contraire à nos valeurs, justement. La démocratie veut dire quoi? Tel que nous la pratiquons, ça crée une sorte de manichéisme. Ça crée une sorte de spoilisystème. Il y a d'un côté la majorité qui gagne et qui gouverne. Il y a de l'autre côté la minorité qui a perdu et qui conteste. Alors, ceux qui contestent, relisez mon propos dans Droit de regard, publié en 2005, je vous le dis. Ceux qui contestent, qui ont perdu, ne sont pas prêts à attendre l'alternance. Parce qu'ils sont privés de tout privilège. Ils ne participent presque pas à la gestion du pouvoir. Déjà, les votes étant presque mécaniques, la majorité à l'Assemblée impose ses lois. La minorité a perdu. Ça, c'est contraire à nos valeurs traditionnelle africaine fondée sur le dialogue. Chez nous, dans le dialogue, il n'y a pas une majorité, il n'y a pas une minorité. On doit s'efforcer à obtenir le consensus. Ça veut dire que lorsqu'il y a un sujet en débat, nous écoutons tout le monde. Nous prenons le temps. Même si ça peut nous prendre 2 ou 3 jours, on doit prendre le temps de convaincre les autres. Pour que, même s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils vous donnent quitus.
qui disent, bon, écoutable, tiens, on a compris, c'est le consensus. Or, dans la gestion de la démocratie stricto sensu, ce consensus fait défaut. Ceux qui sont majoritaires imposent leurs lois et les autres n'acceptent pas. Et on pense là qu'ils ne participent plus à la gestion du pouvoir. Dans le partage des responsabilités, ceux qui sont majoritaires se voient attribuer tous les postes de responsabilité, mettant de côté ceux qui ont perdu. Et ils souffrent. Ils ne peuvent pas accepter d'être ainsi tenus à l'écart. D'où le recours à la contestation permanente. Même quand ça marche, ils veulent faire croire au peuple que ça ne marche pas pour qu'ils arrivent vite au pouvoir, quels que soient les moyens, quels que soient les mécanismes. Vous voyez, ça, c'est une dimension que nous n'avons pas prise en compte lorsque nous nous engageons dans la démocratie. Et c'est pour cette raison, vous verrez, puisque vous avez les images, voyez en 2010, ce que justement je rappelais à ce moment-là. Ceux qui perdent le pouvoir ne peuvent plus accepter l'idée d'une défaite. Et nous, lorsque nous nous sommes engagés en démocratie, nous avons emprunté sans trier, sans gêne, tout ce que l'Occident nous a donné. Par mimétisme. Par mimétisme. Oui, mais monsieur le ministre, est-ce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on va vers la fin du deuxième mandat, puisque c'est le dernier, qu'on commence à réfléchir comment réviser, sinon changer la Constitution, parce qu'on ne veut pas se retrouver de l'autre côté? 2004, nous posions déjà le problème. 2005, nous posions déjà le problème. Donc, à ce moment, nous n'avions même pas attendu, pour ce qui nous concerne, la fin du mandat du président de la République. Voilà pourquoi moi je posais la question. C'est des convictions que nous avons. Parce que nous sommes détachés des passions primitives des vôtres, qui liaient ça à la fin d'un mandat. Mais est-ce que c'est démocratique aujourd'hui que de poser le problème en 2014? Lorsque nous faisons le point en 2010, le président de la République venait à peine d'être élu, une année après. Est-ce que vous comprenez? Oui, mais en 2010, monsieur le ministre, vous parliez des réformes institutionnelles. Voilà pourquoi je posais la question d'entrée de jeu. Est-ce que c'était la même vision que celle d'aujourd'hui où on veut modifier la Constitution? Mais les institutions, l'organisation, la composition et le fonctionnement des institutions sont mises en place par la Constitution. Sont déterminés par la Constitution. Naturellement. Donc on ne peut pas parler de réforme institutionnelle sans parler de la Constitution. Parce que les institutions ne sont prévues que dans la Constitution. Lorsque nous parlions de plaider pour de nouvelles réformes institutionnelles, nous demandions la révision de la Constitution, la modification de la Constitution. Voilà. Monsieur le ministre, il y a une chose qui a retenu mon attention dans votre intervention tout à l'heure. Vous êtes au fond en train de démontrer que les Africains en général, mais en tout cas tout le monde, tout du moins les Congolais, ne sont pas préparés au jeu démocratique d'un point de vue de la lecture occidentale de la chose. Cela dit, est-ce qu'il faut inventer une démocratie essentiellement africaine sur fond des traditions bantoues? C'est parce que justement, même l'Occident dont vous parlez, vous êtes sûr qu'ils assument encore aujourd'hui, ils acceptent encore aujourd'hui la démocratie manichéenne, la démocratie égocentrique? Non. Ils vont déjà vers des gestions de consensus. On voit les clivages gauche-droite ont presque disparu. On ne sait plus qui est de gauche, qui est de droite dans la mise en œuvre de leur politique. Ils vont déjà vers des gouvernements d'union nationale, des gouvernements de consensus. On a vu l'expérience mise en œuvre par le président Sarkozy en France, que les autres n'ont pas voulu assumer par simple scrupule, par simple orgueil. Mais c'était une volonté d'ouverture pour amener les gens à comprendre que les crises auxquelles sont confrontés nos pays aujourd'hui ne nous permettent plus de gérer la démocratie, de gérer les pays comme nous les avons gérés hier. Et nous, Africains, en principe, étions en avance. Mais toujours du fait de nos complexes, toujours du fait de notre mimétisme, nous avons remis en cause nos valeurs qu'on aurait dû promouvoir pour que les autres peuples les prennent. Voyez-vous? Et c'est pour cette raison que dans ce document, nous avons dit l'élite avait échoué à ce moment. Parce que l'élite pensait qu'il fallait aller vite vers la civilisation. Cette élite ignorait que le mot civilisation n'est autre chose que les valeurs sociales, culturelles d'un peuple. Que chaque peuple a sa civilisation. Monsieur le ministre, on parle de la révision ou du changement de la Constitution. J'insiste. Question actuelle. Et
la question actuelle, c'est qu'il faut changer la Constitution et permettre à certains candidats de se représenter. Il faut qu'on se dise certaines choses. Êtes-vous d'avis ou non? Pour permettre à certains candidats de se représenter. Notamment le président de la République qui est en poste. Je vais repréciser la question. Le but à vous. Quand nous parlions de cette question en 2004, en 2010, il n'était pas question de la candidature du président de la République. Vous parlez des réformes, mais aujourd'hui, on parle de changement parce qu'il y a des verrous qu'il faut faire sauter. Voilà, je vous explique justement. Donnons-nous le temps de comprendre. Je vous remercie d'avoir créé cet espace parce que je suis ministre en charge de l'éducation civique. Et ces questions relèvent de l'éducation civique. Je suis ministre en charge de la jeunesse parce que la jeunesse est la plus concernée par ces préoccupations. Puisque les lois ne disposant que pour l'avenir, c'est eux qui assumeront ce que nous faisons aujourd'hui. Et ils sont majoritaires, c'est eux que nous utiliserons demain pour aller dans tel ou tel autre sens. Ils sont les plus concernés. Ah voilà. Et je suis très heureux d'en parler et permettez que j'en parle avec passion pour que mes convictions, les convictions des jeunes prennent le dessus sur les passions primitives des hommes politiques qui veulent instrumentaliser mes jeunes. Voilà. On parle de révision ou de changement de constitution. Arrêtons-nous d'abord sur le concept. J'ai parlé des réformes institutionnelles, m'avez-vous dit. Est-ce que ça allait dans ce sens-là? On ne peut pas parler de réforme institutionnelle sans réforme de la Constitution. Parce que c'est la Constitution qui définit les institutions. Ça veut dire simplement que lorsque depuis 2004 ou 2005, je plaidais pour les réformes constitutionnelles, institutionnelles, je militais pour la modification, la révision de la Constitution pour qu'on intègre ce que j'ai dit dans l'organisation des institutions. Donc on ne peut pas nous faire le procès que c'est lié à ceci ou à cela. J'en parlais, on ne savait même pas que le président de la République aurait un second mandat. Voilà. Révision, changement. Quand on modifie un texte, révision vient du mot réviser, vient du mot revoir. Donc on revoit. On peut revoir fondamentalement, comme on peut revoir substantiellement, comme on peut revoir partiellement, et ainsi de suite. Lorsque cette révision porte sur la structure fondamentale du texte, cette révision va toucher nos institutions. Parce que les valeurs de dialogue et de partage ne peuvent pas être introduites dans la Constitution sans revoir les institutions. Est-ce que vous me comprenez? À partir de ce moment, la révision cesse d'être un simple acte de modification. On entre dans le champ d'une sorte de changement de la Constitution. Les deux sont révision. La nuance est que la révision stricto sensu, parce que les deux sont révision puisque ça permet de revoir notre Constitution. La nuance tient au fait que la révision tient compte de certains aspects dont on peut dire mineurs, qui ne bousculent pas l'organisation et le fonctionnement de nos institutions. Le changement, dès l'instant, intervient dès l'instant où ça va bousculer la modification ou le changement de nos institutions. Si ce n'était que pour permettre au président de la République de se représenter, on n'aura pas besoin de changement. Une révision suffit, je peux vous le dire. Voilà. On est curieux de savoir. Oui, parce que la Constitution est révisable. Donc, toutes ces dispositions. Et la même Constitution prévoit les mécanismes de révision. Vous allez me dire que l'article 185 dit la forme républicaine de l'État, la laïcité de l'État, le nombre de mandats du chef de l'État et les dispositions contenues dans les titres 1 et 2 de la Constitution ne peuvent faire l'objet d'aucune révision. C'est l'article 185. Georges Vedel vous dit que lorsqu'il y a de telles dispositions intangibles, Georges Vedel, ce n'est pas un Congolais, c'est un Français. La Ferrière vous dit, lorsqu'il y a de telles dispositions intangibles, on peut procéder par la double révision, si vous voulez. C'est prévu par notre Constitution, la double révision. C'est ça le droit constitutionnel, ce n'est pas autre chose. Allez chercher comment on procède par une double révision.
Mais monsieur le ministre... Ok, si, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Mais attendez. Et vous pensez que le moment était vraiment propice pour parler du changement de la Constitution maintenant? 2014, à 2 ans de la fin du... Vous parlez de qui? Vous parlez de moi qui demandais le changement de la Constitution depuis 2005? Ou vous parlez de... Vous avez dit qu'on peut modifier... On peut procéder par la... Ce qui n'est pas prévu par notre Constitution. Mais la Constitution... Mais non, les mécanismes de droit, la Constitution dit que la révision est possible. Vrai ou faux? Mais monsieur le ministre, Sauf l'article 185. Alors, je vous dis, en droit constitutionnel, je mets au défi quiconque me dira le contraire, en droit constitutionnel, les grands constitutionnalistes, Laferrière, Jefferson, Georges Vedel, nous parlent de la double révision. Et qu'est-ce que vous pensez donc de John Kerry qui dit attention à tous les chefs d'État qui veulent modifier les constitutions pour se représenter, se maintenir au pouvoir? Bon, déjà, c'est lui qui pense que quand on modifie la Constitution, c'est pour se maintenir au pouvoir. Si ça s'est passé chez eux... Non, il dit ceux qui veulent modifier pour se maintenir. Modifier pour filigrane. Ce n'est pas un président de la République qui modifie ou qui change la Constitution, c'est un peuple. Ça veut dire que John Kerry met en garde un peuple souverain qui désirerait de changer sa Constitution. Est-ce que le peuple congolais, dans notre cas, est-ce que le peuple congolais est prêt et préparé à cette éventuelle modification? Je vais aller l'interroger. Mais c'est le sens du débat. Lorsque vous parlez... Allez l'interroger. Est-ce que vous n'avez pas prêté vous-même le front à la critique? Sachant que le parti, le PCT dont vous êtes membre, est en train de godiller entre 1000 argumentaires pour justifier cette démarche. Les premières personnes qui sont montées au front, permettez-moi l'expression, ont dit il faut qu'on aille vers la révision, pour permettre d'abord au chef d'État d'achever son mandat. Deuxièmement, il faut permettre au pays de vivre perpétuellement en paix. Et puis, il y a des voix comme celle du ministre Koliné Makosso qui émergent, qui voient un peu plus loin. Est-ce que ce cafouillage, cette manière un peu brouillonne de mener les choses ne vous a pas condamné vous-même? Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a les autres qui estiment qu'on ne doit pas modifier la Constitution, même si elle a des choses, voilà, qui ne sont pas au PCT, qui ne sont pas au PCT. Vous voyez, ça veut dire qu'on parle de la Constitution de part et d'autre. Ça me renvoie à, je crois que c'est l'épître de Paul aux Éphésiens. J'aime cet article, j'aime ce verset. Voilà. Je crois que c'est au chapitre 1 de l'épître de Paul aux Éphésiens, au verset 18, de 15 à 18. Voyez, je vais vous dire ça, et vous allez comprendre. Il dit qu'il y en a qui prêchent Christ par esprit de dispute. Il y en a d'autres qui prêchent Christ par esprit de bienveillance. Qu'on le fasse pour des apparences, par esprit de dispute, qu'on le fasse de bonne foi, par amour, par esprit de bienveillance, ce qui compte, c'est que Christ n'est pas moins prêché. Et moi, ministre de l'Éducation civique, je dis, il y en a qui parlent de la Constitution par esprit de dispute, par orgueil, par calcul, qui veulent ou ne veulent pas du changement de la Constitution, pour ces raisons. Il y en a d'autres qui veulent ou qui ne veulent pas du changement de la Constitution par conviction, par amour, par bonne foi, avec des dispositions bienveillantes. Ce qui compte pour moi, ministre en charge de l'éducation civique, c'est que la Constitution s'impose au cœur de nos débats. C'est que la Constitution est maintenant à la portée des Congolais. Ça me fait plaisir. S'il n'y avait pas ce débat, les Congolais n'auraient peut-être pas compris l'importance de la Constitution. Ils auraient pensé que c'est quelque chose qu'on leur fait faire de façon mécanique, aller au référendum. Surtout qu'ils ne voient pas ça avec un réel enjeu. Quand on va au référendum, voter oui ou voter non. Dès l'instant où ça ne porte pas sur le choix des hommes, sans doute que les gens partaient au référendum sans comprendre l'intérêt. Aujourd'hui, si vous convoquez un référendum, je suis sûr qu'il y aura un fort taux de participation que le Congo n'a jamais connu auparavant. Parce que les Congolais, à cause de ce débat qui s'est ouvert, qui s'est improvisé, à cause de ce débat qui nourrit les passions des uns et des autres, les Congolais comprennent que la Constitution et le référendum notamment leur permettront finalement de déterminer, de mieux comprendre le sens de leur mode de gestion, le sens de leurs institutions. Et ils iront. Donc, le ministre de l'Éducation civique que je suis ne peut que saluer, être fier du débat
qui accourt, parce qu'il est en train d'éclairer les Congolais. Même s'il y en a qui le font juste pour se faire voir, juste pour montrer qu'ils existent. Au moins, même s'ils le font pour préserver les privilèges, préserver leurs avantages. Mais ce qui compte, c'est qu'ils sont en train d'expliquer aux Congolais que leur vie dépend de cette constitution dont il nous faut nécessairement créer des conditions d'adaptation de nos réalités à elle. Monsieur le ministre, moi je suis tenté de savoir si on vous a dit le vrai mobile de vouloir réviser ou changer cette constitution, parce qu'on a vu certains ministres organiser, mobiliser les jeunes pour ce qu'on appellerait inciter le président à un hold-up constitutionnel. Ces institutions qui sont tenues à la neutralité, mais les membres du gouvernement sont sortis de leur carcan pour commencer à organiser. Est-ce qu'on vous a dit le pourquoi d'abord de la révision ou du changement de... Parce que vous êtes au gouvernement. Peut-être qu'on vous a déjà dit, on vous a informé, membres du gouvernement. On vous a déjà dit... S'il vous plaît, les institutions n'ont jamais pris position sur ces questions. Déjà. Mais les ministres... Attendez. Est-ce que vous avez suivi un conseil de ministres? Parce que les institutions sont connues. C'est justement ça l'intérêt du débat. Il faut savoir de quoi on parle. L'Assemblée, qui est une institution, ne s'est pas encore prononcée. Le Sénat, qui est une institution, ne s'est pas encore prononcé. S'il vous plaît, le gouvernement ne s'est pas prononcé. La Cour constitutionnelle ne s'est pas prononcée. Le pouvoir judiciaire ne s'est pas prononcé. Donc, les institutions ne se sont pas prononcées pour ou contre le changement. Lorsque des individus comme nous, des personnes physiques, nantis de tout leur sens de responsabilité. Président d'une Assemblée nationale. Voilà comment les choses se présentent. Suivez, puisque vous avez le document, suivez ce que je disais déjà à l'époque, en 2010, nous y sommes. Vous savez, la démocratie existe 5 siècles avant Jésus-Christ. Périclès définissait 3 piliers. 3 piliers. Et au centre de ces 3 piliers, il y avait un concept qui traduit l'égalité. C'est iso. Iso, qui veut dire égalité. Il y avait l'isonomie, ok? L'isonomie qui veut dire l'égalité des citoyens devant la loi, comme notre égalité devant la Constitution. Est-ce qu'on est d'accord? L'égalité de tous devant les institutions, devant la Constitution, devant la loi. Il y a l'iségorie. L'iségorie, c'est l'égalité des uns et des autres et leur droit de prendre la parole publique, d'engager le débat public. Et ce qui se fait là s'inscrit dans ce cadre. Leur droit de prendre publiquement la parole. Mais monsieur le ministre, je vous ai rappelé que le président de la République lui-même s'est déjà prononcé en disant que le débat est lancé. J'arrive, s'il vous plaît. Leur droit. Le président de la République m'a rappelé que le droit d'iségorie qui est à notre portée. Et le 3e pilier, c'est l'isocratie. Le droit de chacun de nous d'occuper un poste de responsabilité, d'arriver au pouvoir. Venons sur l'iségorie. C'est justement là. Et c'est ce que rappelle le président de la République. L'iségorie, c'est que chacun de nous est libre de penser. Chacun de nous est libre d'avoir un point de vue. Moi, je suis membre du gouvernement, j'ai le droit d'avoir un point de vue. Le président de la République a le droit, en tant que citoyen, d'avoir un point de vue. Et c'est au nom de ces points de vue que vous avez des gens qui veulent du changement et d'autres qui ne veulent pas du changement. Mais ce ne sont pas les simples citoyens. Mais c'est les citoyens d'abord. Ils n'ont pas engagé leur institution, c'est des citoyens. L'iségorie donne le droit à tous les citoyens. Ils ont cette égalité. Donc il n'y a pas de citoyens qui sont supérieurs aux autres, qui ont plus de droits que les autres. Non. C'est à ce titre que chacun d'eux, ministre, député, président de la République, en tant que citoyen, s'exprime. Et dans ce que vous entendez, ceux qui s'expriment, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient du pouvoir, ils font valoir leur premier droit de l'iségorie, le droit d'avoir un point de vue. Maintenant, le deuxième droit de l'iségorie, c'est le droit de porter ce point de vue en public. Si je ne garde ça comme moi, on ne connaîtra pas mon point de vue. J'ai le droit de penser comme je pense. Mais
J'ai le droit de dire à haute voix. C'est le deuxième droit de Lise Gori, ce que je pense. Et nous nous trouvons, moi je pense qu'il faut changer. Vous, vous pensez qu'il ne faut pas changer. Bon, si chacun de nous garde ça au fond de lui, est-ce qu'on connaîtra le débat? Non. Il n'y aura pas déjà de débat. Il n'y aura pas déjà de débat. Donc on ne saura pas de quoi nous pensons. Et Lise Gori nous donne le droit de le dire. Moi je le dis, il le dit. Pourtant, monsieur le ministre... Maintenant, s'il vous plaît, permettez-moi, je suis peut-être un peu lent, mais je suis obligé, c'est très pédagogique, parce que, au fond, je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse à ma jeunesse qui est manipulée. Je suis ministre de l'Éducation civique. Je donne, là, vous me donnez simplement l'occasion de faire ce cours d'éducation civique à tous les acteurs. Voilà. C'est pour ça que je suis payé. Voilà, s'il vous plaît. Non. Par qui? Vous voulez avoir... Vous voulez comprendre... Non, non, non. Vous voulez comprendre ce qui se passe ou vous voulez aller autre chose? Dans vos propos affleurent un peu... Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît... Que vous dénoncez, c'est comme si ce sont les autres qui manipulent. Si nous passons à autre chose, vous n'aurez pas compris la réponse que je vais vous donner sur cette question. D'abord, épuisons ce débat. On est d'accord? Voilà. Dès l'instant où chacun de nous a donné publiquement son point de vue, la société se rend compte, ah, finalement, il y a problème. Mais nous n'allons pas arriver à l'affrontement. Et nous n'allons pas imposer ce que nous disons au peuple. Parce que pour le moment, le débat ne concerne que vous et moi. Nous avons eu le mérite de le porter à l'attention du peuple. Maintenant, qu'est-ce qui va nous séparer? C'est le troisième élément de Lise Gori. À partir de ce moment, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Périclès, s'il vous plaît. À la naissance de la démocratie à Athènes. Voilà. C'est cette démocratie-là dont on ne veut plus, la démocratie de Périclès. C'est celle-là dont on ne veut plus. Puisqu'on veut tendre vers une démocratie à l'africaine. Attendez, s'il vous plaît. À partir de ce moment, nous sommes là, on se dit, mais ça ne sert pas qu'on se batte. Ça ne sert pas qu'on continue à s'accrocher, puisque ça ne dépend ni de toi, ni de moi. Interrogeons, donnons les deux arguments au peuple, et le peuple va nous dire quel est l'argument qui l'arrange. Nous sommes là. Donc, quand vous voyez les ministres, les opposants qui parlent, il faut respecter ça parce qu'ils ne mettent en œuvre qu'un des éléments, des piliers de la démocratie. Monsieur le ministre, j'ai peur d'une chose. Pour avoir interrogé certains hommes politiques, notamment de l'opposition politique dans notre pays, j'ai cru entendre qu'il y en a qui ont dit, si par extraordinaire Denis Sassou Nguesso et son équipe venaient à nous imposer une révision ou un changement de la Constitution, Denis Sassou Nguesso et son équipe seront responsables de tout ce qui adviendra. Mais qu'est-ce qui va arriver? Ministre de l'éducation civique, comment vous interprétez de tels propos? Vous savez, ça se dit à la télé, dans les médias et partout ailleurs, jusque dans les médias internationaux. C'est la démocratie qui leur donne le droit de lire ce qu'ils pensent. En tant que ministre de la Jeunesse, justement, ils exercent là l'un des éléments de Lise Gori. Ils ne peuvent pas garder leur point de vue au fond d'eux, il faut qu'ils le sortent. Maintenant, moi... Ça ne vous inquiète pas cette façon de parler qui vient de... Mais si ces hommes politiques continuent à vouloir manipuler l'opinion, à l'amener vers ce que nous avons déploré, les violences, le président de la République, garant de la paix et de l'unité nationale, les a déjà mis en garde. Je voudrais simplement à mon tour leur dire la plus grosse bêtise que peut commettre un homme politique, surtout en ces temps-ci, c'est de pousser ces populations à la violence. Mais monsieur le ministre, la désobéissance civile est prévue par la Constitution. Comment? La désobéissance civile. Mais la désobéissance civile, ce n'est pas la violence. La désobéissance civile, c'est par exemple décider qu'aujourd'hui, vous savez, en 1990, nous avons une désobéissance civile qui a conduit le gouvernement à accélérer la convocation de la conférence nationale. C'était la grève des syndicats. Ce n'était pas les violences. C'est-à-dire, quand on entend parler de désobéissance civile, ça veut dire qu'on dit, bon, puisque le gouvernement s'entête, peuple congolais, montrons au gouvernement que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Restons à la maison. Ce jour-là, on va voir si, effectivement, il y a eu ville morte. Sans mettre des barrières, sans entraver la libre circulation des biens et des personnes. Parce que c'est la force des idées. La force des arguments, ce n'est pas l'argument de la force. Sans recourir aux autres méthodes qui
seront confrontés, ces méthodes qui conduisent à la violence rencontreront, le président de la République l'a dit, l'autorité inflexible de l'État. Mais s'ils sont sûrs de ce qu'ils disent et qu'ils sont sûrs de convaincre leur peuple, qu'il s'agisse de ceux qui sont pour la Constitution, qu'il s'agisse de ceux qui sont contre la Constitution ou leur changement, c'est par des idées. La désobéissance civile ne veut pas dire qu'il faut prendre des armes. Ça devient vu. Maintenant, je voudrais revenir sur une question des gens qui disent que non, c'est pas le moment, c'est bien après, et ainsi de suite. On aurait pu attendre après 2016. On aurait pu attendre 2016. Parce que ces gens lisent ça à la personne du président de la République. Lisent ça à l'élection. C'est bien cela. Voilà. C'est bien, je les comprends. Ils se dévoilent qu'ils ne sont que des hommes politiques, ils ne sont pas des hommes d'État. Monsieur le ministre, vous êtes ministre de l'Éducation civique. Quelle valeur donnez-vous à un serment? Puisqu'on a dit que le président a prêté serment. Bien sûr. Mais il a respecté jusqu'aujourd'hui. Il respecte le serment jusqu'aujourd'hui. Il le fera jusqu'en 2016. 2016. 2016. Le président de la... Ça veut dire qu'on ne touchera pas l'article 185. On va parler soit de... Non, pas de confusion. Le président de la République, dans son serment, lisez bien le serment du président de la République, il ne dit pas que je n'accéderai jamais à une volonté populaire qui militerait pour un changement, une révision de la Constitution. Il n'a jamais dit ça. Un serment. Mais c'est l'intelligence de l'homme politique. Nous allons... Non. S'il vous plaît. L'emploi, puisque vous êtes ministre... S'il vous plaît. Non. Il faut qu'on s'accorde, parce qu'on connaît la presse. Il faut qu'on s'accorde sur cette question. Le président de la République a toujours respecté son serment. Et je peux dire que c'est l'un des rares présidents de la République que nous avons connus qui respecte le serment. La preuve, la Constitution est respectée jusqu'à aujourd'hui, bénéficie d'une stabilité. 2. Le serment n'interdit pas au président de la République d'accéder à une éventuelle volonté populaire de changement de la Constitution. Du moment où la Constitution garantit la paix depuis 12 ans, on peut continuer. On a dit pour des raisons que nous venons d'évoquer. Si vous êtes d'accord qu'on a besoin d'intégrer un certain nombre de valeurs dans nos institutions, nous avons réhabilité des rois à la conférence nationale. Vrai ou faux? Un acte. Bon, trouver la place de ces rois-là dans la Constitution. Le pouvoir politique se met à se disputer la gestion des terres avec des propriétaires terriens. Alors que la Constitution dit que la terre appartient à l'État. Trouver cette disposition dans la Constitution. On les avait oubliés en 2002. Monsieur le ministre, vous êtes ministre de la Jeunesse. On va donc aborder... En tant que ministre de la Jeunesse, et de l'Éducation civique, je demande aux gens de ne pas entrer dans les passions primitives des hommes politiques. Les hommes politiques pensent à la future élection, la toute prochaine élection. Moi, je suis ministre de l'Éducation civique. J'aspire à être un homme d'État. L'homme d'État pense à la future génération. Et lorsque nous parlons du changement de la Constitution, ce n'est pas en pensant à la future élection. Lorsque nous parlons du changement de la Constitution, c'est parce que nous pensons à la future génération. Oui, cette future génération. Bien sûr. Et si nous pensons que le président de la République est celui-là qui doit nous garantir maintenant, hic et nunc, le changement de cette Constitution, avant la fin de son mandat, ce n'est pas forcément pour qu'il puisse s'y représenter. Mais c'est parce que nous disons, en tirant les leçons du passé, ça je parle de moi, en tirant les leçons du passé, nous savons que si lui ne le fait pas avant la fin de son mandat, ceux qui lui succéderont risquent de ne pas le faire et se contenter des privilèges que leur offre à eux tout seuls la Constitution actuelle. Parce que c'est toujours la justice du vainqueur, celui qui aura gagné l'élection. Et j'ai un témoignage sur ce point. Voilà, j'ai un témoignage. Nous avons eu le président Mitterrand, qui a longtemps combattu la Constitution de De Gaulle de 1958. Combattu. Ce n'est pas une bonne Constitution. Dès que j'arrive, je la change, et ainsi de suite. Dès qu'il a été élu, il n'a plus voulu changer la Constitution. Il s'est rendu compte que cette Constitution lui convenait maintenant, et il l'a gardée. Alors, il a donc fait rater un autre rendez-vous au peuple. Et c'est pour cette raison que nous pensons, avant 2016, il faut que ce débat soit posé et que cette Constitution... Je le dis en tant que moi, qui œuvre pour le changement de la Constitution depuis 2005. Les preuves, vous les avez. Je dis, avant la fin du mandat, je veux que le président nous aide à revoir cette Constitution
pour que ceux qui lui succéderont demain... Que le président vous aide ou que le peuple vous aide? Comment? Mais non, mais parce que l'initiative, parce qu'il arrivera bien un moment, lorsque le peuple a dit, c'est lui qui convoquera le peuple. Si le président de la République, ce sont ses prérogatives. C'est lui qui doit convoquer le peuple pour dire, le peuple ne va pas se lever et dire, non, on va changer. Il faut bien que quelqu'un le convoque. Et c'est pourquoi le peuple lui fait cet appel. Partout où il passe, le peuple dit, mais nous, on ne comprenait pas. On ne sait pas parce que comme nous avons besoin que certaines valeurs entrent. Et lui, pour nous départager, il est obligé de dire, moi, je ne vais pas suivre mon camp qui veut du changement. Je ne vais pas suivre le camp des opposants qui ne veut pas du changement. J'en appelle au peuple. Je soumets le débat au peuple par référendum pour que le peuple se départage. Est-ce que c'est clair? Espérons que le peuple va départager ce débat. Parlons de la jeunesse, puisque vous êtes ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Tout à l'heure, vous avez exhorté la jeunesse au civisme, d'ailleurs. Mais l'éducation civique, c'est aussi ces politiciens qui drainent les jeunes vers les dérives. Vous n'avez rien dit à ces politiciens, à vous, membres du gouvernement, parfois qui... Vous savez, j'ai changé de méthode. Je pars du principe, moi j'aime nos métaphores. Chez nous on dit, il faut donner la leçon à celui qui n'est pas encore allé danser. C'est ça, non? Voilà. C'est à lui qu'il faut interdire il faut donner des leçons sur la danse, c'est pas bien. Mais pas celui qui vient déjà de la danse. Mais s'il a une influence. Voilà. Je ne veux même plus parler forcément aux hommes politiques. J'ai besoin simplement de prévenir ma jeunesse contre les dérives des hommes politiques. Donc quand je parle, j'amène les jeunes à prendre leurs responsabilités, à comprendre les choses. C'est pour cette raison que nous organisons ces débats avec les jeunes. Je discute avec eux directement pour qu'ils disent et que je leur donne les rudiments qu'il faut. De sorte qu'ils ne suivent plus comme des moutons ces hommes politiques qui les entraînent dans un sens comme dans un autre. Mais quand ils veulent les suivre, qu'ils les suivent à toute responsabilité. Non pas en fonction de l'ethnie, en fonction de certains préjugés, en fonction de l'avoir, mais en fonction de ce qu'eux-mêmes observent. Non, monsieur le ministre, vous n'êtes pas d'avis que ces jeunes-là suivent ces politiciens parce que les politiciens les ont affamés expressement? Je leur dis, ce n'est pas aux politiques de vous affamer, c'est vous qui devez créer vos conditions de vie. On va certainement terminer par l'opération Mbaté Bakolo, vue par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. C'est une opération que le gouvernement a initiée en ayant pris à cœur les angoisses et les peurs des populations. À Pointe-Noire comme à Brazzaville, nous savons tous que nous nous sommes plaints un peu de l'insécurité qui commençait à régner dans notre pays avec le phénomène des Koulouna, avec des gens qui ne pouvaient plus se promener librement au-delà de certaines heures. On ne sait pas qui les prenait, qui les enlevait, on ne sait pas qu'est-ce qu'on en faisait. L'insécurité grandissait. Mais pourtant, il y a bien des communautés à Pointe-Noire ou comme à Brazzaville. Pourquoi on s'est intéressé? Hier, presque, je ne sais pas, des tirs à bout portant vers l'école consulaire ici. Vous avez vécu cet acte de terrorisme, j'aurais pu dire, de sabotage, ici où des gens venant je ne sais d'où, poursuivis et se mettent à tirer à bout portant sur des citoyens. Alors ces actes de banditisme, il fallait les laisser comme ça se perpétuer. Depuis là, le gouvernement s'était engagé dans un programme pour essayer de circonscrire ces phénomènes. Mais pourtant, il y a plusieurs communautés au Congo. Pourquoi se saisir d'une opération aussi salvatrice puisse-t-elle être pour, comme qui dirait, renvoyer les citoyens RDC en masse chez eux? On est d'accord pour dire qu'une opération de ce genre soit lancée. On a bien constaté qu'elle paraissait avoir ciblé une communauté donnée, notamment les citoyens de la RDC. Quand on renvoie 80 000 sujets d'un seul pays, en un bloc, ça pose question, monsieur le ministre. Parce qu'on a eu l'impression que ça ciblait les citoyens de la RDC. Non, pas on a eu l'impression, c'est ce qui s'est passé, non? Non, mais ne dites pas que c'est ce qui s'est passé. Je vous explique pourquoi nous sommes tous arrivés, nous compris, arrivés à penser que c'est les citoyens de la RDC qui étaient victimes. Mais c'est tout à fait simple. Voilà comme la proximité de nos villes. Ils sont à près de 7 millions à Kinshasa, pendant que nous, tout le pays, nous sommes à 4 millions. Donc, quand on se retrouve ici avec 400 000 ressortissants de la RDC, eux là-bas, ils pensent que ce n'est pas beaucoup parce qu'ils sont 70-80 millions.
Donc 400 000 pour eux, par exemple, ne représente rien. Pour nous, ça représente déjà beaucoup. Quand nous avons, prenons le cas dans l'ensemble, 500 000 étrangers, donc 400 000 de la RDC. Quand vous rapatriez 1000 face à 3 Maliens, 2 Béninois, on ne se rendra pas compte qu'il y a eu des Béninois, il y a eu des Français, puisqu'ils ne sont que 3, 5, 2, et ainsi de suite. On aura l'impression qu'on a ciblé que les gens de la RDC. Bien entendu, parce qu'ils sont les plus nombreux. Est-ce que vous amenez même mes jeunes à faire d'abord cette analyse au lieu d'inculquer dans leur tête vos préjugés? C'est tout. Il faut amener... Moi, je conduis ma jeunesse à un raisonnement objectif. Je fais sortir ma jeunesse des passions primitives. C'est pourquoi quand il dit, vous en tant que ministre de la jeunesse, mais bien sûr que j'ai expliqué aux jeunes ce que c'est. Vous comprendrez que mes jeunes n'ont plus la même interprétation de ces choses que vous. Parce que le Conseil national de la jeunesse a pris le relais, a expliqué. On dit, non, il n'y a pas que les gens de la RDC, mais vous ne pouvez pas vous rendre compte de l'expulsion des Camerounais, de l'expulsion, par exemple, des Béninois, des Maliens, parce que les gens de la RDC étant plus nombreux, ça fait comme si c'est eux. Vous savez, quand le banditisme se confond dans un peuple, il est difficile. Vous parlez des choses parce que vous ne les vivez pas. Quand vous allez dans un quartier populaire, on sent qu'il y a des bandits qui, le jour, vaquent librement à leurs occupations, se promènent avec vous, bavardent avec vous, mais qui, la nuit, pendant que nous dormons, se transforment en bandits. Est-ce que vous pouvez soupçonner que c'est un tel, c'était l'autre? Non. Quand on a circonscrit, on a vu ce que ça peut être. On a commencé par traquer les bandits en eux-mêmes. Après, on se dit, mais qu'est-ce qui nous dit que les autres, là, ne font pas pareil? Ça, c'est ce que nous avons eu. Mais qu'est-ce qui nous dit que les autres, là? Bon, le plus facile, voyons ceux qui ne sont pas en situation régulière. Finalement, le gouvernement a tiré les leçons de sa gestion laxiste de l'immigration. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Non, nous n'avons pas une mauvaise politique d'immigration. Ah non, ah non. Mais au Congo, les frontières sont poreuses, n'importe qui entre à n'importe quel moment. La preuve, vous avez renvoyé 80 000 sans papier. Sans papier. Ça pose problème. Nous garantissons la libre circulation des biens et des personnes. On les laisse entrer sans contrôle, sans papier. Et le Congo est pionnier en la matière dans la sous-région. Autant permettre à tout le monde d'entrer sans papier, sans document. Il vient avec sa carte. Mais ce que nous ne permettons pas, c'est la libre installation des biens et des personnes. On te fait rentrer. Si tu viens pour faire tes activités... Depuis des années, monsieur le ministre. Mais justement, quand vous arrivez, si vous voulez rester, vous vous rapprochez des services compétents pour vous faire obtenir un titre de séjour, un titre de résident. Si vous ne le faites pas, si le chef de quartier n'a pas dénoncé, si le propriétaire qui met sa maison en location n'a pas exigé ça, l'État interviendra plus tard, ultérieurement, par le biais d'un contrôle, et c'est ce qui se fait. Après avoir oublié de mettre, après avoir oublié la mise en place des mécanismes. Vous êtes propriétaire d'une maison. Quelqu'un vient frapper à votre porte. Parce que ce monsieur, il ne dort pas dans la rue. Il voit maison à louer. Il vient chez vous. Ah non, je veux prendre en location votre maison. Si vous ne lui demandez pas, vous ne lui demandez pas des documents qui puissent vous permettre, puissent vous convaincre de ce que vous pouvez le loger. Et vous, parce que vous pensez que bon, c'est un client, je ne peux pas le laisser partir, vous le prenez. L'État ne viendra pas chez vous. L'État respecte la vie privée. L'État ne viendra pas dans vos maisons tous les jours pour faire le contrôle des citoyens qui sont. Nous respectons la vie et le domicile privé des citoyens. Maintenant, quand il y a un problème, l'État constate, moi je suis maintenant obligé aujourd'hui de recourir à des opérations de patrouille, à des opérations de vérification. Ils se rendent compte qu'ils sont nombreux. Ils créent les conditions de rapatriement. Alors, tel que ça s'est passé à Brazzaville récemment, quand on parle d'avoir créé les conditions de rapatriement, mais qu'est-ce qui explique cette réaction, j'allais dire, passionnée de la part de nos amis de la RDC, politiques, journalistes? Voilà ce que j'ai dit à mes jeunes.
et que je vous dis aujourd'hui. Mais prenez part aux réunions que nous avons avec les jeunes. Vous comprendrez mieux les choses. Parce que je suis sûr que mes jeunes sont maintenant en avance sur les adultes. Vous, vous êtes toujours dans des passions. Voilà ce que j'ai dit à mes jeunes. Nous traduisons ce qui se passe, ce qui se dit. Oui, mais discutez maintenant avec les jeunes que nous formons. Ils sont combien ces jeunes? Oh, mais ils sont combien? Ils sont partout, ils sont nombreux. Voilà, discutez avec eux. Appelez même les jeunes du Conseil national de la jeunesse. Appelez bien d'autres, ils vous expliqueront ces choses. Vous savez, il n'y a rien de plus difficile. Il n'y a rien. Déjà, rapatrier des gens en situation irrégulière dans un pays, ça émeut toujours. Quel que soit, ça émeut. Et c'est pour cette raison que ça a ému beaucoup de nos compatriotes. Les conditions humanitaires n'ont pas été réunies. Rien ne nous prouve que les conditions humanitaires n'ont pas été réunies. Je vous rappelle qu'il y a 17 policiers ont été radiés de leur... C'est pas pour avoir bien fait Monsieur le travail. Le représentant des Nations Unies en RDC a quand même décrié la manière utilisée par le gouvernement. Il n'a pas été sur place, ils n'ont pas vu, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Pour quelle raison? C'est pas pour les féliciter. Je comprends maintenant pourquoi vous avez des morceaux d'information. Parce que même lorsque vous posez des questions, vous n'êtes même pas encore en possession de la réponse, vous passez à autre chose. Et vous ne saurez pas ce qui s'est passé réellement. Quand nous envoyons 1 millier, 2 milliers, les gens vont toujours s'en émouvoir. Et il n'y a rien de plus difficile pour un pays de recevoir comme ça des milliers de ses ressortissants. Dans la RDC, c'est tout à fait normal que là-bas aussi, ils s'en soient émus. Parce qu'ils n'étaient pas préparés. Ils n'étaient pas informés avant? Ah ben si, mais ils ne s'attendaient peut-être pas à ce que ce soit en si grand nombre. Ils étaient informés? Mais bien sûr que oui, puisqu'il y a eu des pourparlers, il y a eu des échanges entre nos différents services. Ah, vous n'en avez pas que l'impression, voilà. C'est pourquoi vous n'avez... Mais quand Lambert Mende, ministre RDC de la communication, porte-parole du gouvernement de ce pays, passe sur les antennes des radios et télévisions RDC pour décrier la mauvaise façon de faire. C'est tout à fait normal. Vous vous attendez à quoi? Vous voyez, est-ce que vous, tel que vous êtes là, si vous apprenez que votre enfant a été auteur d'une méconduite quelque part, et qu'on vous l'amène en le tabassant, en le tirant, est-ce que vous reconnaîtrez que votre enfant a eu tort? Vous allez d'abord vous en émouvoir. Mais le ministre, l'État de la RDC, l'État de la RDC constate comme ça qu'ils se retrouvent avec des milliers de leurs ressortissants. Ils ne vont pas applaudir. Mais ce n'est même pas une question de passion. On ne va pas applaudir. Voyez un État comme celui-là qui se retrouve avec près de 80 000 de ressortissants dans les bras. Il faut réfléchir sur les conditions de placement. Et puis vous allez lui tendre un micro, il va dire « Ah oui, non, de toutes les façons, on était préparés. » Attendez. Il vous donne la réponse qui lui vient. Il y a même un qui a dit, mais plutôt le président, c'est notre beau-frère. Qu'est-ce qu'il a piqué? Mais il n'y a pas de souci, mais c'est tout à fait normal. On est tous émus devant des situations. C'est comme vous êtes émus. Parce que vous... Nous faisons l'écho des préoccupations des populations. Monsieur Perrin nous a montré mes propos de 2010. Il peut maintenant nous montrer le reportage qu'il a fait en RDC pour voir les mauvaises conditions de rapatriement. Si vous me les montrez, j'aurais compris effectivement. Déjà, les conditions ne nous permettaient plus d'aller... Les conditions ne vous permettaient pas. Le trafic était interrompu. Il n'y avait pas d'avion pour aller à Brazzaville filmer. Personne ne vous montrera... Ce qu'on appelle... vous savez, et même dans les 80 000, dans les 100 000, vous savez, la peur, panique, elle se contamine. Quand on voit comme ça 500 personnes partir, il y en a même qui sont en situation régulière, qui prennent peur. Ils se disent, ah non, peut-être que... Ça se contamine. Retour de l'ascenseur, monsieur le ministre, désormais pour aller en RDC, il faut un visa. Ce n'était pas prévu. Ça n'existait pas avant. Vous êtes d'accord avec ça désormais? Oui. En RDC, on nous impose désormais... Les États vont s'asseoir, les dirigeants vont s'asseoir. Ils ont déjà... Oui, d'accord. Oui, d'accord. Mais ça, c'est l'émotion. Ça, c'est l'émotion qui gagne un certain nombre d'acteurs. Mais c'est tout à fait normal. Monsieur le ministre, on va donc est-ce que cette opération va terminer à Pointe-Noire et dans les autres départements du Congo? Nous devons créer des conditions pour que les ressortissants qui sont sur notre territoire régularisent leur situation et qu'ils vivent en paix. Ils sont nombreux ici, qui agissent dans l'économie congolaise.
mais qui vivent librement, qui ont leur situation régulière, qui ne sont pas inquiétés. Avec espoir que cette opération puisse fiabiliser la gestion de la politique de l'immigration. D'accord. Je vous l'ai dit qu'il n'est pas trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard. Bien, on a une question, monsieur le ministre. Alors, quel type d'alternance démocratique au Congo? L'alternance, c'est le peuple qui décide de l'alternance. L'alternance, le peuple, quand nous repartirons aux urnes, le peuple verra si ceux qui sont là peuvent encore diriger, notamment le Parti congolais du travail qui a gagné en 2012, en 2009, en 2012, s'ils peuvent encore diriger, ou bien si on peut faire confiance à un autre parti. Il y a des partis qui existent. Il y a le PCT, il y a le MCDDI, il y a le MAR, il y a le RDPS, il y a l'UPADES. Voilà. Donc l'alternance est garantie dans notre pays. Nous menons un combat pour une gouvernance intergénérationnelle, pas pour une alternance générationnelle. Nous, qui ne voyons pas seulement la prochaine élection, mais qui voyons la prochaine génération, la future génération, c'est ça, un homme d'État. Voilà, c'est rechercher la gouvernance intergénérationnelle et nous militons pour qu'il en soit ainsi. Monsieur le ministre, il y a un constat en Afrique, les règnes au long cours, quand ils arrivent à leur terme, ouvrent une longue période d'instabilité. Puisque vous êtes dans la dynamique de tirer les leçons, là, vous n'agissez pas. A-t-on tiré les leçons? Les règnes au long cours, vous avez Mobutu qui a fait 30 ans. 32 ans. 32 ans. On a vu ce qui s'est passé après. A ouvert une longue période d'instabilité. Mais moi, je sais, c'est un peu les craintes qu'ont nos populations, en fait. Quand je vois le débat qui a lieu, le peuple, ce qu'il dit, c'est quoi? C'est ça. Il dit, mais bon, nous, on a eu le président Sassou. Il y a des jeunes qui, dès qu'ils sont arrivés à la majorité, ils n'ont connu que le président Sassou. Ils tirent les leçons de ce qui se passe, ce qui s'est passé, comme vous le dites, en RDC, ce qui s'est passé en Yougoslavie, ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé en Irak. Vous savez, et c'est ça la réalité. Ces dirigeants, non, ces dirigeants, dans l'histoire, ces peuples, dans l'histoire, se collent à l'histoire de leurs dirigeants. Lorsque ces dirigeants partent, il y a toujours des crises de ce genre. Ben, il faut préparer, il faut qu'il y ait l'alternance pour que personne ne reste longtemps au pouvoir. Mais il n'y a pas de problème. Mais c'est pourquoi le peuple choisit. C'est pourquoi on organise les élections régulièrement, contrairement aux autres où les élections qui sont parfois... Peut-on entrevoir 2016 par exemple sans Denis Sassou Nguesso? Comment Est-ce qu'on peut entrevoir 2016 après 2016 sans Denis Sassou Nguesso? Pourquoi lui? Est-ce que lui, il est un frein à l'alternance? La meilleure façon même, si vous voulez, la meilleure façon de le sanctionner, si le peuple ne veut pas de lui, c'est de le sanctionner comme on l'avait sanctionné en 92. Parce que, oui, parce que en ce moment, il y a beaucoup de préjugés. Il y en a qui pensent que le président Sassou est aimé de son peuple. Il y en a qui pensent qu'il est rejeté par son peuple. Mais s'il part comme ça, ce sera un forfait, ce sera un match sans enjeu. Il vaut mieux peut-être lui donner l'occasion de se présenter devant ce même peuple, comme il l'avait fait en 92, pour que le peuple le sanctionne. Qu'ils disent, bon, toi tu pensais que nous on t'aime, tu es venu aux élections, on va te prouver maintenant qu'on t'aime. C'est le défenseur de Denis Sassou Nguesso qui parle, monsieur le ministre. C'est le défenseur de Denis Sassou Nguesso. Non, vous m'avez posé une question. En tant que citoyen, moi je dis que je donne à mes jeunes les arguments qu'il faut pour qu'ils puissent débattre librement, sans complexe. Et c'est en ce sens que nous avons un dispositif, le club des débatteurs. Voilà. Merci, monsieur le ministre, d'avoir répondu à toutes nos questions. Et nous disons aussi merci à vous qui nous avez suivis. Certainement qu'on se retrouve à la prochaine occasion. Je rappelle que j'étais accompagné de Christian Massamba et Richard Josué. Nous avons eu pour inviter le docteur Anatole Koliné-Makosso, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Quant à moi, je vous le dis une fois de plus. Merci. Merci beaucoup. Bye-bye.